Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. On commence donc par le journal Politics Hebdo de Guy Hervé Fongan qui parle ici de l'article 66. Aussi écrit-il le début de la fin. Écrit donc le journal Guy Hervé Fongan. Covid Gate, la Chambre des comptes, une chambre qui ne compte pas vraiment. L'article 66 de la Constitution du Cameroun précise que le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, tous gestionnaires de crédit doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat, de leur fonction. Le journal précise que l'exemple le plus récent nous vient du Niger. Mohamed Bazoum a promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité avant donc son investiture. Il a fait évaluer son patrimoine par la Cour constitutionnelle estimé à 573 millions de francs CFA. Écrit donc le journal Politics Hebdo. Un autre journal, c'est le quotidien de l'économie qui parle de Monument Model of Humanity préalable pour le début effectif des travaux. Le site dédié à la construction du monument a récemment accueilli sa première borne, précise le journal. Il faut rappeler que ce monument est dédié à la mémoire des milliers d'Africains et surtout les Camerounais qui avaient été déportés du Cameroun de Bimbia vers des États-Unis. Développement en du troisième forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad à lire dans le quotidien de l'économie. Le journal Cameroun Tribune, économie numérique, le grand bond, écrit le journal, services financiers, paiement mobile, e-commerce, enseignement à distance, presque aucun domaine n'échappe plus à l'irrésistible percée du digital, devenu l'un des secteurs les plus promoteurs, les plus influents de l'économie au Cameroun. Les infrastructures se mettent progressivement en place, les initiatives foisonnent et les retombées plutôt prometteuses, écrit le journal. Émergence parle de Yaoundé. Les médias débattent de leur viabilité économique sous l'impulsion du Conseil national de la communication. Les patrons de presse ont croisé le verbe hier. L'appui financier de l'État à la presse, la question de l'accès au financement ont été, entre autres, les sujets évoqués, écrit le journal. Mutation parle de crimes rituels. Chaude alerte, le journal précise donc des cas signalés à Yaoundé et ses environs. Et ici, donne la parole à un anthropologue qui analyse le phénomène. Le journal évoque aussi la nécrologie. Koungabi Seke, l'ancien ministre des Domaines des Affaires foncières et du cadastre, qui s'est éteint hier à Yaoundé, à l'hôpital de la CNPS. Le quotidien Le Jour parle de Intifalia Oben, enchaîné sur son lit d'hôpital. Le militant du MRC a été interpellé à la suite des marches du 22 septembre 2020. Le journal revient aussi sur Jacqueline Koungabi Seke. Le financier d'Afrique, le Gabon veut mobiliser 175 milliards de francs CFA en zone CEMAC, emprunt obligataire qui permettra au Gabon de relancer l'activité économique post-Covid-19. Le journal parle aussi de l'urbanisation, la stratégie de Rocher Bassadiné pour développer la ville de Douala. Voilà, et on finit donc par le journal Pile ou Face de Roger Ntede qui parle d'activité gouvernementale, comment plusieurs ministres s'activent véritablement à montrer qu'ils travaillent, surtout dans un moment où un éventuel remaniement ministériel est attendu, écrit donc le journal. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos deux invités du jeudi. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs et aux milliards de téléspectateurs et téléspectatrices qui prennent au même plaisir à regarder la revue qualitative des journaux paraissant au 237 au Cameroun, pays des lions indomptables. L'actualité qui vous a marqué? J'ai parlé des lions indomptables pour dire que moi c'est me marque en ce moment. Vous savez que les lions vont livrer le 4 un match amical contre le Nigeria. J'ai été, comme beaucoup de Camerounais, surpris de savoir qu'il faut aller au bout du monde, livrer un match amical alors que deux pays qui sont à vol d'oiseau l'un de l'autre. On aurait pu livrer ce match ici à Douala. On a de très beaux stades ici. Ça aurait été l'occasion, pourquoi pas, on est allé en Autriche, de tester la capacité de résistance du stade de Chapouma, par exemple. Stade dans lequel quelques matchs du Chant se sont déroulés tout récemment encore. Donc beaucoup de Camerounais ont trouvé ça un peu irrationnel qu'on puisse aller livrer un match amical de cette envergure, aller-retour en Autriche,
Alors que... Qui avait Fonga, n'allait pas creuser sur ce million-là. On aurait pu livrer ce match au Cameroun ou au Nigeria, deux pays qui sont quasiment un vol d'oiseau loin de nous. Donc je trouvé ça un peu regrettable. Et la série sur la bêtise, c'est qu'il se murmure que ce match, la CR TV, risque de ne pas la diffuser, ce qui est une autre... Vous savez que les matchs... une autre série sur la bêtise. Vous savez que les matchs de foot, hein, c'est beaucoup d'enjeux financiers. Seuls ceux qui l'ont programmé en Autriche savent pourquoi ils l'ont fait là-bas. On ne sait pas, il n'y a aucune compétition en vue dans cette zone pour qu'on dise que les joueurs doivent s'acclimater. Et puis les footballeurs sont quasiment en vacances, les championnats sont terminés, donc il n'y a aucune raison qui peut expliquer cette... Merci Guy Hervé Fongan. Choix. Je m'attendais à ce que vous parliez de l'article 66 de votre une, mais bon. Bah, on en parlera. Camille et les bonjours et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour. Évidemment, avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Sougnal, bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais ce matin, je profite pour envoyer un bonjour spécial à monsieur Raphaël Lacam. Vous connaissez Lacam, Raphaël ? C'est cet homme politique très ami d'Equinox Télévision, un homme qui est très proche d'Equinox et qui ne me jure que par Equinox Télévision. Bonjour monsieur Lacam Raphaël. L'actualité qui m'a marqué, c'est hier. C'est ce qui s'est passé hier du côté de la Damawa, où le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Pamagari, avait procédé à la remise en état du fameux lac Tizon, qui est l'un des pôles touristiques les plus spectaculaires de notre pays, mais qui était laissé à l'abandon depuis de nombreuses années. Mais on a vu le ministre d'État là-bas non seulement procéder à la réhabilitation de ce site, et surtout, par la suite, il a même organisé un grand séminaire parlant non seulement de l'incitation au tourisme intérieur, mais aussi, surtout, à s'élever contre ce tourisme sexuel qui est en train de faire des ravages, notamment dans les cités balnéaires, mais qui s'étend un peu partout à travers le Cameroun. Ça a été une belle initiative du ministère du Tourisme que beaucoup de gens... Qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, auquel beaucoup de gens reprochent de ne pas être très visible, alors que c'est un ministère absolument important dans la construction de l'image du Cameroun. Guy Hervé Fongan, parlons donc de votre une, hein, article 66. Pourquoi vous avez décidé de revenir là-dessus? Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle de ça, on parle, mais aucun décret d'application jusqu'ici. Parce que à la rédaction, on a choisi d'aborder l'actualité sur le Covid par un autre bout, par un autre angle. Pour sortir... Même si c'est vous le DP. Oui, pour sortir. Oui, mais qui n'a pas la science infuse. J'ai la chance d'avoir de brillants collaborateurs. Brillants et d'imminents, que tout le monde nous envie d'ailleurs autour de moi, qui de temps en temps me disent des choses intelligentes, pour dire que c'est un bout par lequel il me semblait important de prendre le sujet, dans la mesure où toute la presse, depuis quelque temps, quand vous prenez le récit médiatique, il y a un courriel d'articles sur le traitement de l'actualité en rapport avec le Covid. Ça va dans tous les sens? Ça va dans tous les sens. Et moi, je suis de ceux qui ont appelé à une certaine prudence. Une certaine prudence de la prise en traitement de cette actualité. Parce que, voyez-vous, la question qu'on ne s'est pas posée, c'était de savoir à qui profite cette fuite. Parce que, on ne dit peut-être pas assez, mais il y a des gens dans cet environnement qui avaient intérêt à ce que la fuite qu'on a observée puisse prospérer et miraculeusement elle prospère jusqu'à maintenant. Et je suis de ceux qui pensent que le Cameroun est un paradis dans ses textes, mais un enfer dans ses applications. Parce que voyez-vous, tout ce que la Chambre des comptes est en train de faire aujourd'hui, il y a des choses qu'on aurait pu faire bien en amont pour stopper l'hémorragie et limiter les dégâts, simplement en appliquant une des dispositions de notre Constitution, qui est l'article 66, qui indique que en commençant par le président de la République, les ministres et assimilés doivent déclarer leur bien avant d'entrer en fonction. L'application seule de cette disposition, à mon sens, aurait été un indicateur clair de la volonté réelle et manifeste du gouvernement de pouvoir vraiment lutter contre la corruption et les détournements. Donc tout ce qu'on fait là, maintenant, à mon sens, ressemble à un écran de fumée, à des règlements de compte à tête chercheuse. C'est d'autant plus vrai que il y a eu un glissement de la canne. 30 milliards de francs ont été dilapidés, sans que personne ne soit interpellé. On ne sait vraiment ce qui s'est passé. Le dernier vrai coup qu'on a eu dans ce pays, c'était sur Aïdjo, avec la canne. Vous savez qu'après Aïdjo, il l'avait sévi très brutalement. Mais sauf comme aujourd'hui, le FMI a décidé de fermer le robinet et de ne plus alimenter le Cameroun, eh bien, on a décidé d'ouvrir rapidement une enquête et tout de suite,
on a commencé à désigner les personnes qu'on soupçonne. Que valent 180 milliards à côté de 3 000. Voilà. Et à côté de 3 000 milliards. Donc, vous voyez que cette incohérence donne raison à ceux qui pensent qu'en réalité, il a fallu que le FMI fasse du point sur la table pour qu'on ouvre une enquête. Alors qu'il y a quelques mois avant, 3 000 milliards de francs ont été, sont volatilisés. C'est-à-dire que personne ne s'est inquiété. D'ailleurs, camions de sable à 700 000, sable de ciment à 16 000. De quand même après ça ont été promus. Après cette gabegie à ciel ouvert, ces ont plutôt été promus pour dire qu'en réalité, l'application de cet article aurait été le meilleur indicateur clair de la volonté et la détermination du gouvernement à vraiment lutter contre les détournements et l'enrichissement illicite. Mais tel que c'est parti, on a l'impression que la Chambre des comptes essaie de démontrer au FMI que on a pris à bord le corps ces instructions et que le gouvernement est en train de travailler pour effectivement expliquer et comprendre et sanctionner ceux qui sont coupables. Alors qu'à la vérité, on a eu plusieurs occasions de frapper, de sanctionner. Ça n'a pas été fait. On l'a pas fait et ça ne rassure pas les Camerounais qui, comme moi, pensent qu'on peut exprimer de manière claire et lucide sa détermination à lutter contre la corruption, contre les prévaricateurs de la fortune publique. Camille Nélé, au-delà de cette volonté dont on fait allusion, ou alors ce manque de volonté dont on fait allusion Gervais Fongan, est-ce que, Camille, quand vous regardez dans la constitution de 1996, on a attendu les régions pendant un certain nombre de temps, c'est arrivé 24 ans après. Pourtant, c'est même assez difficile à mettre en place. On a d'ailleurs vu le conseil de la région de littoral qui s'est tenu et ils ont clairement dit que c'est à partir de l'année prochaine qu'ils vont commencer le travail. Bref, il y a beaucoup à faire. Comment comprendre que, j'ai envie de dire, un article simple, il suffit seulement de signer son décret d'application et puis ça prend effet. Comment comprendre que pendant près de 25 ans maintenant, ça traîne toujours et entre-temps, il y a des ministres en fonction, ou bien des ministres qui sont déchargés de leur fonction, poursuivis pour détournement des deniers publics, que pourtant cet article aurait simplement mis tout le monde au pas. Vous savez, ce n'est pas une question d'un article simple. C'est-à-dire que la conception et l'application de l'article 66 demande tout un attirail de mesures connexes. C'est-à-dire que pour que l'on puisse s'assurer que la personne qui est en train de prendre des fonctions possède ceci, cela, il faut une enquête de moralité. Il faut 20 ans, plus de 20 ans pour cela, Camille. Non, je suis d'abord en train de parler même du texte lui-même. Oui. Et maintenant, il faut, au moment de après cette déclaration-là, que des services spécialisés puissent recouper ces informations, savoir si elles sont vraies, fausses ou tout simplement tronquées. Bon, maintenant que la personne est en poste, on peut se demander maintenant comment est-ce que cette personne vit. Il faut toujours des structures de surveillance, d'enquête et d'investigation, surtout pour certaines il y a la NIF. Bon, alors, nous avons chez nous la NIF, il y a le Consupé, qui sont là pour faire des rapports, mais des rapports qui ne sortent que 3 ans en 20. C'est-à-dire que si on vous fait, on fait une enquête en 2004, c'est en 2006 ou en 2007 en 2007 ou 2008 que le rapport va sortir. Entre-temps, vous avez peut-être eu le temps d'être démis de vos fonctions. Et si vous avez détourné de l'argent, bye bye, basta. Or, ce que je suis en train de dire, c'est que la déclaration des biens est une chose très bien, très bonne et très importante. Mais en dehors des pays du monde occidental, où c'est la règle. En Afrique, moi, je ne connais pas beaucoup de pays où les chefs d'État déclarent d'avoir leurs biens. Vous voyez, on est en train de parler du président Bazoum, qui est en train de déclarer ses biens, qui s'élèvent à plus de 500 millions de francs. Ça veut dire que lui-même n'était pas pauvre. Mais ça veut dire que... C'est toujours bien que cela soit su. C'est bien que cela soit su, puisqu'il y a des gens qui, au moment d'arriver au pouvoir, sont déjà à la tête d'une bonne fortune. C'est bon à savoir. Mais il y a aussi d'autres qui arrivent. Comme Trump. Il y a d'autres qui arrivent. Les milliardaires, c'est connu. Il y a d'autres qui arrivent, ils n'ont pratiquement rien, mais en quelques années en pension. Ils deviennent des nababs. Mais seulement ce que je voulais dire, c'est que vous oubliez que même à l'intérieur, dans notre propre système, et de la manière la plus légale qui soit, il y a certains responsables qui ne peuvent que gagner beaucoup d'argent. Vous savez combien d'argent gagne le directeur des impôts à chaque trimestre, au-delà de son salaire, au vu des résultats qu'il obtient, ce qu'il a comme commission. Vous savez combien c'est statutairement connu, oui. C'est des centaines de millions. Vous savez combien le directeur général des douanes gagne? C'est-à-dire qu'il y a certaines structures dans lesquelles on ne peut que gagner beaucoup d'argent. Oui, mais Camille, là n'est pas le problème. Non, je suis en train de vous expliquer que déjà même, il y a certaines niches dans lesquelles
puiser de l'argent et trouver de l'argent facilement est beaucoup plus accessible que dans d'autres. Mais tous ceux qui aiment bien le Cameroun, tous ceux qui aiment bien la clarté, tous ceux qui sont estomaqués par le degré de détournement. Des détournements que parfois l'on met sous le couvert des fautes de gestion. C'est-à-dire pour tous ceux qui veulent voir la fin de cela, ils se disent que l'article 66 devait être appliqué depuis 25 ans, ça traîne. Maintenant, ça traîne du fait de qui? La volonté politique. Bon, or, cette volonté politique, comment faire pour l'impulser? Les hommes politiques ont beau criailler, et la société civile a beau criailler. Les députés, l'Assemblée nationale, eux-mêmes sont à fond sur ce sujet. Ils n'en veulent pas, c'est comme la décentralisation. Donc, ils n'en veulent pas. C'est pour cela que je dis donc... Ils n'en veulent pas. Donc la faute au chef de l'État alors? Non, mais pourquoi tout remettre sur le chef de l'État? Puisque c'est lui qui signe le décret d'application. Ah, c'est lui qui signe le décret d'application. Jusqu'à preuve le maintenant, est-ce qu'il peut signer un décret qu'on ne lui a pas apporté? On lui a déjà apporté le libellé. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce problème au Cameroun, là, c'est tout le monde qui le ressent très fortement dans sa chair. C'est pour ça que vous, le titre de votre de politique ce matin, le début de la fin, c'est un vœu pieux qui fait plaisir à tout le monde. Il faut qu'on arrive au début de la fin de cette léthargie, de cet attentisme qui fait qu'on attend la déclaration des biens depuis 26-25 ans aujourd'hui. Mais maintenant, comment faire pour y arriver? On va y arriver. Ceux qui doivent porter le dossier au chef de l'État ne le portent pas et le chef de l'État ne les interpelle pas. C'est ce qu'on peut retenir. Non, deux phrases pour dire que j'ai du mal à cacher mon inconfort en écoutant le développement du doyen qui semble dire qu'il y a des fonctions dans lesquelles on est prédestiné à être riche. Ce qui moi m'embête sérieusement. Oui, mais si c'est fixé par la loi. Non, je voudrais quand même rappeler qu'on parle quand même des fonctionnaires. On parle des fonctionnaires dont les salaires sont connus et ils semblent vouloir mystifier la chose. Soyez Joe, il y avait très peu de fonctionnaires riches. Lui qui a connu cette époque mieux que moi doit le savoir. Il y avait très peu de fonctionnaires. Vous pensez que Camille veut dénier le fait qu'il y ait des détournements? C'est sous le renouveau qu'on a eu un embourgeoisement sauvage des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont jamais été autant riches au Cameroun que sous le renouveau. Je veux essayer de parler simplement aux Camerounais, aux Bentikinaires, aux Bayansenam qui nous regardent. Vous avez un voisin qui est déclaré en douane. Vous avez un voisin qui est magistrat, qui est sorti de l'ENAM. L'indice à la fonction publique est connu. Un inspecteur d'impôt. Qui est sorti de l'école il y a à peine 2 ans. Il lance 2 chantiers, RE+4, RE+5. Il a 7 voitures dans son parking. Vous voulez sortir de Harvard, de la cuisse de Jupiter, pour comprendre qu'il y a un problème il faut quel type d'enquête spéciale pour comprendre qu'il y a un problème dans sa manière de fonctionner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le salaire est connu. Il est sorti de l'école il y a à peine 2 ans. Il a pris service il y a à peine 3 ans. Peut-être qu'il est dans un réseau. Il a 3 chantiers au quartier. Il a 7 voitures au parking. Vous voulez quel type d'investigation? Il ne faut pas s'appeler inspecteur Colombo pour comprendre que ce monsieur est louche. C'est pour ça que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Puisqu'on connaît son salaire. Pour une bonne conduite de cette disposition, il faut aussi autour de cela des structures d'investigation. Ce n'est pas compliqué. Camille, est-ce que le fait que cela traîne, si cela avait été mis en place le plus tôt possible, est-ce que cela n'empêcherait, tout au moins donner le sentiment à ceux qui gèrent la fortune publique, un sentiment de crainte à toucher ce qui ne leur appartient pas, sachant qu'évidemment, au bout du compte, lorsqu'on va évaluer, le gap sera tellement énorme et on pourra évidemment les questionner pour savoir d'où vient cette fortune. Vous oubliez une chose, Jean-Paul Chuniat, c'est que vous pouvez être directeur de ceci, ministre de cela. Vous faites des chantiers au nom de votre cousin, au nom de votre ami, dont le patronyme est très éloigné de vous. Et ce n'est pas accessible à la justice? Mais comment vous allez savoir que vous faites un chantier? Oui, mais on l'interroge pour savoir d'où lui vient cette fortune. Non, vous ne pouvez pas m'interroger. Moi, j'ai de l'argent, il y a un terrain qui porte mon nom, une maison qui est en train d'être construite à mon nom. Quel lien pourra-t-on faire entre vous et moi? Surtout quand nous voyons mes amis chez vous. Oui, donc moi je pense que ce genre de choses, non, c'est oiseux. Si vous construisez une maison de R+1, vous mettez à votre fille qui a 10 ans. Est-ce qu'il faut être magicien qui a 10 ans? C'est pas très intelligent. Votre fille de 10 ans. C'est pas très intelligent, mais il y en a qui mettent au nom de leurs oncles et de leurs amis. Mais l'oncle, ils mettent au nom de leurs amis même qui sont d'une tribu différente de la leur. Vous allez faire comment pour détecter ça? Ça empêche qu'on interroge cela, Camille. On va les interroger comment? Oui, pour savoir. Si aujourd'hui... Mais si vous interrogez tous les Camerounais qui sont en train de construire des immeubles R+5, d'où vient leur argent? Mais Camille, je suis sûr qu'aujourd'hui, si je vous amène quelque part, montrer que voici mes 2 immeubles que je viens de construire, vous allez sursauter. Ça, c'est certain. Donc vous estimez la capacité d'investigation de la NIF alors? Bon, allons-y, on va évoluer. La NIF a... Guerre Fongan, on va parler des médias. Et bien
médias qui étaient hier, avec les patrons de presse qui étaient hier à Yaoundé, essayer de passer en revue les problèmes qui minent cette profession, la précarité dans laquelle évoluent les organes de presse. Guy Fongan, en tant que directeur de publication, certainement vous rencontrez aussi les mêmes difficultés. Jusqu'où ce plaidoyer, je vais appeler ça un plaidoyer, peut prospérer face à ce manque de soutien de l'État à la presse privée notamment? Non, je pense qu'il faut remettre la balle au centre pour indiquer que l'État soutient une certaine presse. Ça, il faut le dire. Ça, nous sommes là depuis un moment, on connaît, on sait ce qui se passe, on voit ce qui se passe. Il y a une certaine presse qui est fortement soutenue par l'État. Quand l'État constate qu'en fait, vous dites exactement ce que l'État va entendre. L'État soutient une certaine presse. Ça, il faut le dire. Et ce soutien à tête chercheuse n'est pas de nature à 600 organes de presse, 600 titres de journaux. Ce soutien à tête chercheuse n'est pas de nature à donner cher, ou si vous voulez raison, au président Paul Biya qui avait souhaité qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Or, un des indicateurs clairs de démocratie dans un pays normal, c'est la vitalité, c'est l'expression libre. Il y a une floraison de journaux. Une floraison de journaux, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quelque chose. Non, une floraison de journaux, non. Je veux dire que la multiplicité des organes de presse ne signifie pas forcément qu'on est dans un pays démocratique. Encore qu'il faut interroger la qualité de ces journaux, la qualité du ton de l'information qui est traitée. Vous pouvez avoir je ne voulais pas faire le lien avec la démocratie, Guy Fongan. Je ne faisais pas le lien avec la démocratie. Tout est lié. Nous parlons de la viabilité des entreprises de presse. Limitons-nous à cela pour le moment. S'il faut questionner le soutien de la presse, eh bien, il faut mettre en relief la capacité de la presse à être un instrument du service public qui participe à la mise en place de la démocratie. C'est en cela que le gouvernement peut aider la presse à se déployer de manière plus sereine. On constate malheureusement que le gouvernement soutient une certaine presse et pas une presse qui considère comme antipatriote. Pourquoi? Parce que quand cette presse fait une photographie exacte du cliché, de la réalité, ils estiment que vous êtes antipatriote, eh bien il faut tout faire pour vous empêcher de nuire. Donc s'il faut, la viabilité des entreprises de presse nécessite aussi que ceux qui lancent des organes de presse quand même s'entourent d'un minimum de sérieux et de garantie, en maîtrisant très bien les tenants et les aboutissants de l'économie des médias, en mettant sur pied une véritable ingénierie éditoriale. Parce que quoi qu'on dise, c'est d'abord des entreprises privées qui doivent, indépendamment du soutien de l'État, exister, vivre et survivre. Donc il faut être capable de mettre sur pied un business model, un business plan qui vous permette de tenir avec ou sans le soutien du gouvernement. La preuve, quand on donne 1 million de francs, le gouvernement donne 1 million de francs à un quotidien, 1 million de francs ne suffit même pas pour l'impression. L'impression pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je vous dis pas de 3 jours. Vous avez tiré à peine 3-4 numéros, les 1 million sont terminés. Et vous êtes un quotidien. Parce que vous avez des charges fixes à côté de tout ça. Ça veut dire que si la presse jusqu'ici a réussi à tenir sans ce soutien du gouvernement, ça veut dire qu'il y en a qui ont réussi à inventer des business models qui leur permettent de tenir assez longtemps. Mais on peut avoir mieux, on pourrait faire mieux en ayant une presse plus qualitative si le gouvernement faisait un peu plus d'efforts. Je vous disais ici l'autre jour que dans les pays sérieux comme le Gabon, l'aide à la presse a près d'1,5 milliard de francs. Que quand vous entrez dans une rédaction pour la première fois au Gabon, vous avez 150 000 francs de salaire en tant que stagiaire. Ici, vous avez des règles, des directeurs de l'information qui n'ont pas ce salaire. Mais quand le stagiaire vous envoie sur le terrain, vous battez là-bas pour avoir quelque chose. Voilà quelque chose. C'est vous dire que, parce qu'on ne crée pas un environnement pour structurer et organiser la profession, les opérateurs économiques qui sont les promoteurs d'entreprises de presse vont se battre comme ils peuvent, mais on peut mieux structurer le secteur si le gouvernement y met vraiment du sien, en la commençant par exemple par permettre d'appliquer les accords de Florence et en mettant la pression sur les patrons de presse pour qu'on applique la convention collective. Camille Nélé, c'est vrai que je ne vais pas vous poser une question. Vous êtes un routinier de la presse, vous maîtrisez bien. Quelle lecture vous faites de cette sortie des patrons de presse à Yaoundé? Une lecture très froide. Une lecture très froide parce qu'il va d'abord commencer par dessiner le cadre actuel. Le cadre actuel, la presse aujourd'hui au Cameroun souffre d'abord d'un premier mal. Les Camerounais ne lisent pas. Ils ne lisent pas. C'est-à-dire que la presse, je parle de la presse écrite, ils ne lisent pas.
C'est-à-dire que les taux de vente, les tirages ont chuté. Quand vous tenez devant un kiosque, vous demandez combien de journaux, ce qu'a vendu par jour, il va pas vous dire 10. Alors qu'avant, il y a 30, 40 ans, 50 ans, il y a des journaux. Moi, le journal dans lequel j'ai commencé, dans lequel j'ai fait l'essentiel de ma carrière, la Gazette tirait à 20 000, 25 000 régulièrement. Elle tirait à 50 000 quand il y avait par exemple des remaniements ministériels et tout cela. Et tout ça a été vendu. Et non seulement tout était vendu, à cette époque-là, les journaux se vendaient. La Gazette, le Messager, même la Nouvelle Expression qui est arrivée en 1990. Il n'y avait pas Internet. Le problème, c'est pas Internet. Je suis en train de dire. Je parle d'abord. Avec un nouveau business model. C'est même la question que je voulais. Avec un nouveau business model. La réalité du marché, quand par exemple la Nouvelle Expression est née en 1990 et qui tira 10 000, 15 000 exemplaires, vous pensez qu'il avait bénéficié de quelle aide de l'État? Aucune aide. Les ventes suffisaient pour faire... Les ventes suffisaient. Et non seulement ces ventes étaient soutenues par le marché de la publicité. Les annonceurs prenaient des pages entières de publi-reportages, des pages entières de publicité. Sans avoir besoin d'être courtisé. Non, sans avoir... C'est-à-dire qu'on se disait qu'on envoie dans tel journal qui existait. Et à ce moment-là, c'était intéressant. Aujourd'hui, combien d'entreprises prennent la publicité dans des journaux? Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, quand vous regardez même la qualité des journaux même qui existent, il y a beaucoup de journaux qui n'existent que de manière virtuelle. Et ça, c'est une vérité qu'il faut dire. C'est-à-dire que quelqu'un a un titre, il fait composer un titre avec des photos bien en couleur, tout ça. Il passe ça dans les réseaux sociaux, on dit que tel journal est en vente. Allez, ce journal qui a été publié à Douala, venez le chercher à Douala, vous ne le verrez jamais nulle part. Il y a un problème de distribution aussi qui se pose. Il y a une aussi. Bon, mais au niveau du problème de distribution, il y a même le problème de l'impression, de la production. Combien de journaux Cameroun aujourd'hui tirent à 1000 exemplaires? Pour dire cette vérité, combien de journaux tirent à 1000 ou à 2000 exemplaires régulièrement? Bon, moi, je ne voudrais pas travailler ce que je veux dire aujourd'hui... Je veux dire que les photocopies du top 50, tu vendais à 500 francs. Les photocopies. S'il vous plaît. Non, Guy avait Fonga, c'était un sujet sensationnel, forcément. Les journalistes ont vraiment raison de se demander quelle est la viabilité économique d'un journal. Le modèle qu'il faut adopter. Quel est le modèle qu'il faut adopter? Il faut se réinventer. Mais se réinventer, on ne peut pas tout attendre du ministère. Vous parlez... Je l'ai dit. Cher monsieur. Avec un vrai business model. Cher monsieur, nous sommes arrivés, malheureusement, nous allons continuer certainement demain. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Le gendarme de l'antenne est déjà là, monsieur Carlos Minoué. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 minutes qui démarrent dans quelques instants.